Emmanuel Macron, ses premiers ministres, Bruno Le Maire se sont fait plaisir et vous allez payer. On va tous payer pour leur gestion catastrophique de l'argent public. Alors, aujourd'hui, je sais, on essaye de nous faire croire que ce sont les riches qui vont payer, que ce sont les entreprises du CAC 40 qui vont payer. C'est faux. C'est vous. On va tous payer parce que l'État fera tout, mais tout ce qu'il peut pour ne pas réduire son train de vie et qui va venir chercher l'argent dans vos poches. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe. Je vous en parle en fin de vidéo. J'ai vu là plusieurs vidéos qui m'ont marqué. Il y a plusieurs tweets qui m'ont marqué sur les impôts. Vous savez, on essaie de nous faire croire depuis quelques jours maintenant qu'il n'y a que les entreprises qui vont payer, les grandes entreprises qui vont payer et les gens extrêmement riches. Et que surtout, on ne fera rien, mais rien du tout, sur les classes moyennes. Et puis, actuellement, là, depuis ce matin, le discours change un petit peu. Mais on va peut-être faire un peu sur les classes moyennes, mais ça sera temporaire. Et on va regarder, on va voir tout cet enchaînement, mais au final, je suis persuadé d'une chose, vous savez, mais absolument persuadé d'une chose, c'est que vous allez payer, que l'on va tous payer. Ça me semble clair comme de l'eau de roche et j'ai un bon track record. Vous savez, je suis en train de préparer une vidéo sur ma chaîne principale pour vendredi et je vous avais dit en mars de cette année qu'il y aurait un problème sur la réindexation des retraites à cause des finances de l'État. À l'époque, il n'y avait aucun problème parce qu'on approchait des élections, donc tout le monde vous disait que non, aucun problème sur les retraites. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Que il ne va pas y avoir de réindexation des retraites et que ça va être décalé de 6 mois. Ce qui fait qu'on va piquer discrètement de l'argent aux retraités. Bon, et ben ça, je vous l'annonçais en mars dernier. Là, je vous annonce qu'on va tous payer, qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Il y a d'autres choses sur les retraites, mais vous le verrez dans ma vidéo sur ma chaîne principale vendredi. Il y a d'autres choses. Vous allez voir, les retraités ou ceux qui espèrent un jour le devenir vont énormément souffrir dans les mois et peut-être dans l'année qui vient. Mais je ne vais pas parler de ça là. Là, il faudra attendre vendredi sur ma chaîne principale, sur Droma Economy. Mais là, je vais vous montrer un peu le fait qu'on va tous payer. En fait. Et que la gestion, sauf eux. Hein. Ah non! Ah non! Alors pas eux! Ah non! Hein! Pas le gouvernement! Ah, pas le président! Il va continuer à avoir un budget de l'Élysée qui va continuer à augmenter. Tous les ans, de manière énorme. Le gouvernement va... Non, regardez, il y a déjà 41 ministres. C'est presque 3 fois plus qu'en Allemagne. Il y a presque 3 fois plus de ministres en France qu'en Allemagne. En Suisse, il me semble qu'ils sont 10. Nous, 41. Non, eux, leur train de vie, il ne bougera pas. Et je vais vous montrer, à la fin de la vidéo, je vous montrerai le train de vie de l'État, le train de vie des communes, le train de vie de l'État, vous voyez, au sens très large. Gouvernement, mais également commune. Vous allez voir que c'est du délire. C'est du délire absolu. Absolu. Et tout cet argent, on est venu le chercher dans vos poches. Et l'argent dont on va avoir besoin là pour essayer de ne pas être mis sous tutelle. Vous savez que l'enjeu, c'est de ne pas être mis sous tutelle. L'enjeu aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on est dans une situation à la Grèce. La Grèce emprunte moins cher que nous à 5 ans. C'est-à-dire que les financiers, les BlackRock, les Vanguard, les grandes banques, elles ont plus confiance en la Grèce qu'en la France. Les grandes banques, les grands financiers ont plus confiance en la Grèce qu'en la France. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas être mis sous tutelle. Se retrouver comme la Grèce avec une troïka qui vient dicter au chef du gouvernement ce qu'il doit faire. C'est ça l'enjeu.
Et donc, pour éviter d'en arriver là, l'État va venir, on va tous payer, mais très très lourdement. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. D'abord, j'ai trouvé un tweet de Jean-Louis que j'ai trouvé très très bien. Et alors je ne le suis pas particulièrement, je suis tombé dessus par hasard, mais enfin je ne crois pas que je le suive, je ne sais pas ce que je suis, mais voilà, je suis tombé dessus par hasard. Et il montre quelque chose qui a eu lieu sur BFM. Et Nicolas Dose nous dit la vérité, quoi. Il nous dit la vérité et voilà, on va tous payer. Je constate que c'est les impôts d'abord. Le Premier ministre dit on va faire 2 tiers de dépenses, de baisse de dépenses, 1 tiers de fiscalité. Moi, les 2 tiers de dépenses, j'ai rien vu hier. Par contre, le tiers de fiscalité, il était bien surligné. Et puis ensuite, qui va payer? Moi, je dis tout le monde va payer. On entretient l'illusion que les grands groupes très riches vont payer, que les ménages très riches vont payer, sauf qu'on n'a aucune idée des modalités, de la façon dont on va les faire payer. À l'inverse, je vois que les entreprises vont toutes payer. Elles vont toutes payer en novembre la hausse de SMIC. Elles vont probablement toutes payer la possibilité d'appliquer les conclusions du rapport Bozio-Wasmer pour sortir de la spicardisation. Si on applique les conclusions, et visiblement Michel Barnier a l'air séduit par ce travail qui a été remis par les 2 économistes, ça veut dire qu'on augmente les cotisations patronales à 1 SMIC. Et on peut, en suivant les conclusions intégralement, aller jusqu'à 4 milliards de cotisations en plus à 1 SMIC. Ça, toutes les entreprises le paieront. Et puis on a aussi augmenter, vous savez, on a baissé, vous savez pourquoi on a baissé les cotisations patronales au niveau du SMIC? On a baissé les cotisations patronales, c'est Fillon qui a fait ça. On a baissé les cotisations patronales au niveau du SMIC, tout simplement parce que ce n'était plus rentable pour les entreprises d'avoir des salariés au SMIC. Et du coup, il y avait un chômage gigantesque. Et Fillon avait décidé à ce moment-là de baisser les cotisations patronales au niveau du SMIC pour permettre en fait que ce soit rentable d'avoir quelqu'un qui travaille au SMIC. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Aux États-Unis, vous avez un SMIC qui est très très bas, c'est 7,24 $ ou un truc comme ça, c'est extrêmement faible. Bon, vous avez, alors c'est bien, c'est pas mon propos, hein, je ne parle pas de bien, pas bien, là je parle de réalité économique. Du coup, vous avez, quand vous allez faire vos courses chez Publix ou chez Kroger, qui sont l'équivalent de Casino ou d'Intermarché, si vous allez chez Publix ou Kroger pour faire vos courses aux États-Unis, au bout des caisses, vous avez des gens dont le boulot est de prendre les articles sur le tapis roulant, de vous les mettre dans un sac en plastique, puis, si vous lui demandez, de prendre les sacs en plastique et les amener dans votre voiture. Vous avez quelqu'un dont c'est le travail. Et puis, vous avez quelqu'un dont c'est le travail sur le parking d'aller chercher les caddies à droite et à gauche et de les ramener dans la rangée de caddies. Tout ça, c'est des jobs qui ne sont pas du tout rentables. Pas du tout. Pas au SMIC actuel. C'est possible aux États-Unis parce que vous avez justement un SMIC qui est beaucoup plus bas. Bon, alors je dis pas qu'il faut baisser le SMIC. Ce que je veux dire, c'est que le coût du SMIC est très important. Ces jobs-là ne peuvent pas avoir lieu en France pour des raisons de coût du SMIC. Et si vous augmentez encore le coût du SMIC en réaugmentant les charges patronales au niveau du SMIC, ce qui est la volonté de de ce rapport et ce qui plaît beaucoup à Michel Barnier parce qu'il dit je vais pouvoir récupérer du fric. Si vous augmentez le coût du SMIC en réaugmentant les charges patronales au niveau du SMIC, tout ce que vous allez avoir, c'est plus de chômage. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va pouvoir peut-être gagner 4 milliards. Possible, mais j'y crois pas une seconde. Mais c'est possible, vous voyez, mais personnellement, j'y crois pas parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que beaucoup de gens que vous embauchez au SMIC vont se retrouver virés. Leur job ne sera plus du tout rentable. Et donc, bye bye. Parce que pour l'entreprise, ça sera plus rentable d'avoir un job comme celui-là. Donc, vous voyez, c'est un peu le danger de jouer avec ça. Mais effectivement, l'une des pistes qu'ils ont actuellement, c'est d'augmenter le coût du SMIC. compris qu'il voulait aller plus loin dans le partage de la valeur. On a eu un accord national interprofessionnel qui a étendu les obligations de participation aux entreprises de moins de 50, donc aux PME si vous voulez. Et là, on s'est arrêté aux entreprises jusqu'à 11. Il n'est pas impossible qu'il y ait des décisions prises pour élargir le nombre d'entreprises contraintes de verser de la participation et de l'intéressement, auquel cas ça se toucherait
toutes les entreprises, dont dire qu'il n'y a que les grandes qui sont mises à contribution, je pense que c'est un peu hâtif. Et puis chacun d'entre nous va payer, parce que tout ce que l'on est en train de mettre en place, imaginons que ce soit 20 milliards pour 2025, mais à mon avis c'est plus 40. Vous ajoutez 20 milliards ou 30 milliards en 26, vous ajoutez le même montant en 27, et ainsi de suite. Chaque fois c'est cumulatif. Vous avez forcément un effet récessif, forcément un effet de destruction de valeur ajoutée, forcément un effet de recul de l'investissement, forcément de l'attractivité qui est abîmée, forcément une dynamique de l'emploi qui va être freinée. C'est obligatoire. Et dans ces cas-là, tout le monde paye. Et j'ai même envie de dire que la signature de la France est potentiellement menacée. Parce que quand vous utilisez principalement la fiscalité, on s'en est rendu compte par le passé, vous finissez par avoir des niveaux d'imposition qui font que les recettes baissent. Parce que les gens sont des agents économiques rationnels qui ont des comportements normaux. Donc je pense que quand on dit qui va payer, l'illusion que ce sont les riches qui vont payer est juste une illusion. Et tout le monde va payer. Ce dont il parle à la fin, c'est la courbe de l'affaire. La courbe de l'affaire, c'est une courbe qui a été dessinée par un économiste, l'affaire, et qui montre qu'en fait, plus vous augmentez les impôts, au-delà d'un certain seuil, eh bien, moins vous allez gagner d'argent. Ça n'a pas été démontré, mais pratiquement, on le comprend. Techniquement, on le comprend, vous allez comprendre tout de suite. Et puis, on l'a vu notamment avec François Hollande, qui avait tellement augmenté les impôts à un moment que les recettes ont diminué. Mais le seul homme politique qui a réussi à démontrer la courbe de l'affaire, c'est François Hollande. Je vais vous montrer une courbe de l'affaire. Voilà, une courbe de l'affaire, c'est ça. En fait, vous avez le taux acceptable d'imposition. On ne sait pas jusqu'où ça va. Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 40? Est-ce que c'est 50? Je ne sais pas. C'est le taux acceptable d'imposition. À 0% d'imposition, l'État, il touche 0. Donc, il gagne 0. Et puis, il va augmenter son taux d'imposition jusqu'à la limite. Et là, c'est là où il aura l'optimum des recettes fiscales. C'est là où il touchera le plus d'argent. Mettons que ce soit 30%. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça, mais je me trompe peut-être. Donc, retenez pas 30%, mais c'est une idée. Après, plus il va augmenter les impôts, plus ça va devenir dissuasif. C'est-à-dire que moins vous aurez intérêt à travailler. Et pour le comprendre, eh ben, il suffit de voir le bout du bout, à 100%. Si l'État prend l'ensemble de l'argent que vous gagnez, ben, vous n'avez pas bossé du tout. Donc, si plus personne ne va bosser, ben, l'État touche 0. Voilà. Donc, en fait, cette courbe de l'affaire dit, si l'État prend 0, ben, il ne touche rien et ses recettes fiscales, c'est 0. Mais si l'État prend 100%, s'il prend absolument tout, ben, les gens ne vont plus bosser et les recettes fiscales, c'est 0. Et donc, voilà la représentation de courbe de l'affaire. On ne sait pas déterminer. En plus, ça dépend probablement des peuples, ça dépend probablement du temps, ça dépend probablement de beaucoup de choses. On ne sait pas quel est l'optimum fiscal, mais on sait que si on le dépasse, eh bien, les gens vont de moins en moins travailler. Et comme en France, on est le pays où il y a le plus d'impôts, on se doute bien qu'on est actuellement assez proche de cet optimum fiscal. Donc, voilà ce que nous dit Nicolas Dose, et il a parfaitement raison. Mais j'ai des choses et même chose quand il dit c'est 20 milliards tous les ans, enfin il dit 25 milliards tous les ans, et il dit lui qu'il pense que c'est plutôt 30. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, mon discours, c'est entre 30 et 40. Voilà. On est plutôt en train de chercher tous les ans entre 30 et 40 milliards. Et ça se cumule. C'est-à-dire ce n'est pas les mêmes 30 ou 40 milliards. C'est 30 à 40 milliards qu'il va falloir trouver en 2025, 30 à 40 milliards de plus qu'il va falloir trouver en 2026, etc. Donc on est vraiment, il faut le comprendre, on est sur des trucs vraiment importants. On ne peut pas trop augmenter les impôts. L'État va essayer, parce que lui, il ne veut surtout pas faire d'économie. Mais on ne peut pas trop augmenter les impôts. Et quand il dit que la signature de la France est attaquée, c'est ce que je vous disais au début. On est maintenant les gens qui prêtent de l'argent, les immenses banques, considèrent que la Grèce a plus d'avenir que la France. C'est vous dire à quel niveau on est. C'est vous dire à quel niveau on est. Alors, un autre qui pourra peut-être vous convaincre que c'est vous qui allez payer, c'est Ronald Reagan. Alors, Ronald Reagan, en fait, je vais vous traduire le truc, c'est encore Jean-Louis. Je vais vous traduire le truc rapidement. Les entreprises ne payent pas d'impôts. Les entreprises ne payent pas d'impôts. Vous savez, je vous ai toujours dit, ce n'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait. Les entreprises ne payent pas d'impôts. Les entreprises
doivent passer les coûts de leurs opérations, et ça comprend les taxes, dans le prix que paye le consommateur. Seulement les personnes payent des taxes, et toutes les taxes. C'est en fait l'entreprise, oui, c'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait, c'est le consommateur de lait. Et les entreprises, c'est comme ça. Toutes les charges de l'entreprise, l'achat du lait, mais également les taxes que l'État met sur le lait ou sur l'entreprise, tout ça, l'entreprise est obligée de le prendre, de faire une marge en plus et de vous revendre la totalité. Et donc, les taxes, au final, sont payées par le consommateur. Donc, c'est vous qui payez la taxe à la fin. Quoi qu'il arrive, c'est toujours vous qui payez. La vache ne paye pas la taxe sur le lait. Un autre exemple, on va réduire, j'en parle aussi dans ma vidéo de vendredi, mais on va très probablement réduire les remboursements de sécurité sociale. Et c'est les mutuelles à qui on va demander de prendre le relais. Les mutuelles ne vont pas le prendre sur elles. Les mutuelles, elles vont tout simplement augmenter le prix. Et vous allez voir des augmentations de prix de mutuelle. Voilà, vous allez payer plus cher votre mutuelle. In fine, c'est sur vous que ça reposera. C'est vous qui paierez davantage. On va payer les folies budgétaires d'Emmanuel Macron, des différents premiers ministres et de Bruno Le Maire. On va payer le quoi qu'il en coûte. Parce que le quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il en coûte aux contribuables. Est-ce qu'on peut. Alors, j'essaie de vous faire écouter et Ronald Reagan, pour ceux qui comprennent l'américain, c'est 30 secondes. Hein, donc voilà, si vous ne comprenez pas l'américain, vous sautez les 30 secondes. Et par contre, je ne vous garantis pas d'y arriver. Si j'y arrive pas à cause des droits d'auteur, hein, YouTube est très très sensible là-dessus en ce moment. Donc si j'y arrive pas, je couperai. Vous avez le lien dans la description. Ça sera le deuxième lien parmi les liens qui sont dans la description de la vidéo. Business doesn't pay taxes. Oh, don't get the wrong idea. Business is being taxed so much so that we're being priced out of the world market. But business must pass its costs of operations, and that includes taxes, on to the customer in the price of the product. Only people pay taxes, all the taxes. Government just uses business in a kind of sneaky way to help collect the taxes. They're hidden in the price. We aren't aware of how much tax we actually pay. Et ce que dit Reagan, et je crois qu'il était vrai, je crois que c'est très vrai en fait, l'État utilise les business, les entreprises, pour faire passer des taxes dont vous ne vous apercevez pas. C'est l'exemple que je vous ai donné avec la sécurité sociale et votre mutuelle qui va vous faire payer plus cher. Pas parce que c'est une méchante mutuelle, mais parce que l'État va lui laisser plus sa charge. Eh bien, quand l'État décide de mettre des taxes sur les entreprises, parce que les entreprises ne votent pas, donc elle met des taxes sur les entreprises et vous pensez que vous ne payez pas. Mais en fait, si. Et c'est un truc qu'utilise l'État pour vous imposer, parce qu'au final, c'est vous qui payez, sans que vous vous en rendiez compte. Vous ne vous apercevez pas, vous êtes en train de vous faire imposer, mais d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui payez la taxe qui est payée par l'entreprise. Bon, voilà pour ceux qui ne parlent pas américain. Je crois que j'ai complètement résumé ce que disait Ronald Reagan. Alors, évidemment, ce qu'on nous a dit, c'est que la taxe serait temporaire. Hein, ce sera des hausses ciblées et temporaires, nous a dit le ministre de l'économie. Libéral en tout et surtout libéral m'a montré ce message de BFM. Le ministre de l'économie insiste sur l'aspect temporaire des hausses d'impôts ciblées. Et oui, effectivement, c'est le même. Vous savez, ce ministre de l'économie qui vous dit que maintenant que c'est absolument la cata, qu'on est au bord du gouffre, qu'on est obligé du coup de venir chercher beaucoup d'argent dans vos poches. C'est quand même le ministre de l'économie qui, il y a à peine, 2 semaines, 3 semaines peut-être, je ne sais pas, c'est 2 ou 3 semaines,
disait qu'il avait hérité du meilleur bilan économique depuis 10 ans. C'est vous dire si ces gens sont fiers d'eux. Il nous dit, il y a une semaine ou il y a 15 jours, j'ai hérité du meilleur bilan. Bravo Bruno. Merci Bruno Le Maire. Je mesure ma chance d'avoir hérité de ce bilan économique. Le meilleur bilan économique depuis 10 ans. Il était tout fier de lui. Tout fier de lui. Et aujourd'hui, il vous dit, ah bah non, en fait, c'est une catastrophe. On va augmenter les impôts. Mais rassurez-vous, bonnes gens, ça sera temporaire. L'augmentation sera temporaire. Regardez, le ministère économique insiste sur l'aspect temporaire des hausses d'impôts ciblées. Regardez cette hausse d'impôts temporaire là qu'on voit sur la vitre. Les plus jeunes ne connaissent pas ça, mais les vieux comme moi connaissent ça. La fameuse vignette qui était temporaire. Regardez toutes les années où elle a été temporaire. Vous connaissez un autre impôt temporaire? Ah, j'ai un impôt temporaire qui va vous plaire. Un impôt temporaire qui va beaucoup vous plaire. Est-ce que vous savez que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt temporaire? L'impôt sur le revenu, c'est un impôt temporaire qui a été voté en 1914 à cause de la guerre. Ah bah il fallait donner de l'argent à l'État à cause de la guerre. On ne va pas se plaindre, on est allé se battre en 14, c'est pas nous qui avons attaqué les Boches, c'est les Allemands qui ont décidé de nous faire la guerre. Donc, ça a été temporaire, 1914. L'impôt sur le revenu. C'est une temporalité de 110 ans. Donc c'est vrai que quand un ministre vous dit impôt temporaire, alors il y a d'autres exemples, hein, il y a alors il y en a un qui nous cite les caméras de surveillance des JO. Vous savez que ça aussi c'était temporaire, les caméras de surveillance qu'on mettait partout aux JO. Bon, bah on nous a annoncé qu'elles allaient rester finalement. C'est temporaire, on vous dit c'est temporaire. Alors évidemment, à l'époque, hein, quand on a mis des caméras de surveillance pour les JO, les complotistes disaient qu'elles allaient rester. Bon, mais ils étaient traités de complotistes. Hein. Comme quoi, de plus en plus, un complotiste, c'est quelqu'un qui a dit les choses 8 mois avant le gouvernement. Hein. C'est temporaire pour 3 générations minimum. Bon, on va d'abord sortir de l'euro, l'OTAN. On va d'abord tout renationaliser et on va aussi récupérer l'argent volé par les escrocs et les pilleurs mafieux mondialistes à la main des États-Unis qui nous ont amenés là. Bah, tout nationaliser. Alors moi, guerrier Célia, tu es sûrement quelqu'un de particulièrement sympathique malgré ton nom qui est un petit peu violent. Mais tout renationaliser, il y a des gens qui ont essayé. On a appelé ça le Venezuela. Je ne suis pas certain du tout que qui que ce soit ait envie de vivre au Venezuela aujourd'hui, notamment les Vénézuéliens, dont je crois que c'est un quart du peuple s'est barré. Donc je crois qu'il y a un moment, voilà, faut arrêter les nationalisations. C'est vraiment le truc qui ne marche jamais. Les caméras à reconnaissance faciale des JO devaient aussi être temporaires et devinez quoi? La CSG aussi était temporaire en 91 et nous sommes en 2024. Je pense pas que c'était la CSG, c'était la CRDS. La contribution au remboursement de la dette sociale, qui était temporaire et qui a été rallongée. Mais voilà, qui maintenant ne l'est plus. Si c'est rallongé de 10 ans en 10 ans, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il rallonge le truc comme ça, l'air de rien, et c'est passé. Mais voilà, c'est la CSG, elle, à mon avis, ne devait pas être temporaire. Mais la CRDS qui va avec, hein, non seulement elle devait être temporaire et faible, mais maintenant, ça atteint des montants gigantesques. Voilà, c'est comme ça. Le temporaire, on connaît bien en France. Il y a plutôt tendance à durer. Durer, stop, au mensonge. I don't believe you. Oui, ben on est bien d'accord. Le temporaire en France, c'est des choses qui ont vraiment, mais vraiment, tendance à durer. C'est cela, oui. Oui.
Donc voilà, le temporaire, il nous joue du violon, on est bien d'accord. Vous voyez, il y a quand même des gens qui se rappellent des vignettes, des trucs comme ça. Bon, donc voilà, il annonce sur le temporaire, mais c'est clair, on va payer. On va payer. Et alors, ah oui, alors, attendez, ça, je vais vous le montrer. Cet impôt temporaire. Vous allez voir, alors c'est beau. Ça devient poétique. Il y a un moment, je trouve, l'État devient poétique. Il faut que je vous montre ça. C'est Cobra Effect qui l'a sorti. Ça ne s'invente pas. On va tripler temporairement un impôt temporaire depuis 13 ans. On a un impôt qui a été créé par François Hollande, qui devait être temporaire. Ça fait déjà 13 ans qu'il existe. Mais en plus, on va le tripler temporairement. On est dans la folie furieuse. Si la créativité fiscale enrichissait, on serait les maîtres du monde. Oui, et si l'argent n'était pas détourné. Moi, je commence à vraiment me demander, j'accuse personne, mais je commence vraiment à me demander où va le pognon. Honnêtement, je commence vraiment à me demander où va le pognon. Je me demande s'il n'y a pas des détournements massifs. Voilà, je le dis comme je le pense, hein, mais je commence à me demander s'il n'y a pas des détournements massifs. Alors, l'impôt temporaire qui va être temporairement triplé, c'est le CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui ont été créés en 2011 par Sarkozy. Ah, je crois que c'était Hollande. C'est même pas Hollande, c'est Sarkozy. C'est beau quand même. Et donc, on va tripler cet impôt qui était temporaire. Enfin, donc un impôt créé temporairement sous Sarkozy et qu'on va tripler temporairement. Mais c'est vous dire, c'est en fait, on a un État qui ne pense qu'à une chose, mais vraiment qu'à une chose, c'est à se gaver. Et si je vous dis ça, c'est que je pense qu'il y a une autre solution. C'est-à-dire que je crois que tout ça, ce sont des fadaises. C'est pas dans la recherche de l'impôt qu'on va s'en sortir. On est l'État, il faut le redire, on est l'État qui taxe le plus au monde. Alors, vous prenez l'OCDE, donc l'OCDE, c'est 38 pays les plus industrialisés au monde. On est l'État qui taxe le plus dans ces 38 pays. On est l'État où la part de l'État dans le PIB, on est le pays, pardon, dans lequel la part de l'État dans le PIB est le plus important. L'État représente quasiment 60% de notre PIB. Plus de la moitié de la richesse du pays, c'est l'État. Je veux dire, aller plus loin, c'est du communisme. Il y a un moment, il faut se mettre les choses dans la tête. Un État, je vais vous prendre deux exemples. À la sortie de Pompidou, donc Pompidou, les Français sont taxés à peu près à 30%. Hein, la part de l'État, c'est 30%. Et à la mort de Pompidou, le PIB par habitant de la France et le PIB par habitant de la Suisse sont les mêmes. Un Français est aussi riche qu'un Suisse. À la mort de Pompidou. Depuis, la Suisse est restée à peu près dans la même taille d'État. L'État suisse aujourd'hui a à peu près la même taille par rapport au PIB que l'État suisse à la mort de Pompidou. L'État français a multiplié par 2 sa taille, quasiment. Quasiment par 2. Pas tout à fait par 2, il ne faut pas exagérer, mais quasiment par 2. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le PIB par habitant en Suisse est 2,5 fois supérieur au PIB par habitant en France. Pour le dire vite, ce n'est pas tout à fait juste, mais pour le dire vite, on peut dire qu'un Français était aussi riche qu'un Suisse à la mort de Pompidou et qu'aujourd'hui, un Français
est presque 3 fois moins riche qu'un Suisse sous Emmanuel Macron. Un Français, c'est dit vite, hein, on est d'accord, c'est un exemple, c'est dit vite. J'aurai peut-être des commentaires d'économistes qui me diront non, c'est pas tout à fait ça. Je suis d'accord avec vous, mais on est dans une chaîne de vulgarisation et je ne vais pas commencer à expliquer les trucs pendant 3 heures. Donc, pour le dire vite et donner une image qui est assez réelle, un Français était aussi riche qu'un Suisse à la mort de Pompidou. Aujourd'hui, un Français est presque 3 fois moins riche qu'un Suisse. L'État suisse n'a pas varié en périmètre depuis la mort de Pompidou. L'État français, lui, a quasiment multiplié par 2 sa taille. Vous voyez, il y a une relation dans tout ça. C'est pas en allant. On est le pays qui taxe le plus de l'OCDE, je vous ai dit. Est-ce qu'on est le pays qui a les meilleurs résultats? Est-ce que nos hôpitaux marchent mieux que les hôpitaux de nos voisins? Est-ce que notre école marche mieux que les écoles de nos voisins? Est-ce que vous êtes plus en sécurité dans la rue? Est-ce que vous avez une justice qui fonctionne? Est-ce que vous êtes satisfait des services publics à chaque fois que vous avez affaire aux services publics? Est-ce que vous dites waouh, je paye cher, mais ça marche bien? Est-ce que vous avez l'impression que ça marche de mieux en mieux? Il y a un an, on a donné, sur les 12 derniers mois, 30 milliards de plus à l'hôpital. On a donné 30 milliards de plus à l'hôpital. Est-ce que vous trouvez que les urgences, ça marche mieux sur les 12 derniers mois? Vous avez senti que ça marchait mieux? Parce que moi, j'ai vu cet été des urgences qui fermaient. En fait, c'est pas en collectant plus d'argent dans vos poches que l'État va s'en sortir. C'est vraiment en acceptant de regarder ce qu'il fait, ce qu'il est, et en acceptant de se réformer. C'est-à-dire dire ça, c'est bien moi de le faire, ça, c'est pas à moi de le faire. Ma limite, mon périmètre de l'État, c'est ça. Et je ne vais pas plus loin. Et puis, je regarde, est-ce que j'ai besoin d'inviter l'ensemble des chanteurs, des acteurs, des danseurs de France et d'Angleterre lorsque j'invite le roi Charles pour faire une énorme fête aux frais des Français? Regardez, est-ce que je dois remplacer la vaisselle de Brigitte Macron? Regardez, est-ce que j'ai besoin de tel ou tel ministère? Est-ce que j'ai besoin de 41 ministres alors que l'Allemagne fonctionne avec 15, la Suisse avec moins de 10? Voilà, il faut regarder le périmètre de l'État. Et alors, il y a quelque chose qui m'a. Alors, l'État au sens très large. C'est-à-dire qu'il faut regarder aussi ce que font les communes, ce que font les départements, ce que font les régions. Parce que vous allez voir, déjà, un truc qui m'a énormément marqué, moi, donc ça, c'est Papa Chasseur qui a mis ça. Entre 1998 et 2019, l'emploi dans la fonction publique est passé de 4,6 à 5,6 millions d'agents. C'est une hausse de 22%. Mais la population, elle, a eu une hausse de seulement 12%. C'est-à-dire que l'emploi dans la fonction publique a augmenté beaucoup plus vite que le nombre d'habitants. Alors, est-ce qu'on était sous-administré? L'emploi dans la fonction publique a augmenté même 2 fois plus vite que la population. Est-ce qu'on était sous-administré en 1998? J'aimerais que vous regardiez qui était le Premier ministre en 1998. C'est Lionel Jospin. Est-ce que sous Lionel Jospin, on était un pays du tiers-monde? Est-ce que sous Lionel Jospin, on manquait d'administration?
Mais je pourrais poser la même question sous Pompidou, hein, d'ailleurs, et Charles de Gaulle. Est-ce que vous trouvez que Charles de Gaulle, c'était vraiment le président, pardon, d'un pays sous-développé? Est-ce que vous pensez que sous Charles de Gaulle ou Pompidou, il n'y avait pas d'administration française? Mais là, on prend depuis 98, parce que si je prenais les chiffres de Pompidou, ça vous ferait saigner des yeux, donc je préfère pas les prendre. Mais on prend Jospin. Est-ce qu'on était sous-administré? Et pourtant, de Jospin à Macron, l'administration a augmenté 2 fois plus vite que la population. C'est du délire, c'est de la soviétisation. C'est de la soviétisation. J'ai vu un graphique, malheureusement, je ne l'ai pas là, mais j'ai vu un graphique qui montrait, vous savez, que la plupart des emplois créés sous Emmanuel Macron, quand je dis la plupart, c'est l'écrasante majorité des emplois créés sous Emmanuel Macron, sont en fait des postes de fonctionnaires. Macron, Bruno Le Maire et tout étaient tout fiers de nous dire: «Ah regardez, on a quand même augmenté le nombre d'emplois, on a quand même réussi à faire baisser le chômage et à augmenter le nombre d'emplois». Alors je ne parle pas du côté faire baisser le chômage en faisant passer les gens de la catégorie A à la catégorie B et cetera, hein, mais ils disaient: «On a augmenté le nombre d'emplois». Oui, quasiment uniquement dans la fonction publique. Donc un coût énorme pour les finances publiques. Comment voulez-vous que ça marche? Et alors, ce qui est très intéressant, c'est cette courbe qu'a mis aussi Papa Chasseur. J'espère que vous la verrez. L'État, en fait, en lui-même, vous savez, la police, la justice, l'armée. Vous me dites souvent, oui, non, mais tu veux faire des coupes, mais regarde, où est-ce que tu vas faire des coupes? Il n'y a déjà pas assez de policiers, la justice, c'est catastrophique. L'armée, si jamais on avait une guerre à faire, une guerre de haute intensité, type guerre contre un grand pays, hein, je ne parle pas d'aller combattre le Congo, hein, je parle d'un grand pays militaire, on n'aurait pas les munitions pour tenir une semaine. Donc, où est-ce que tu veux faire des économies dans l'État? Non, mais regardez, l'État en lui-même, là, les courbes, elles partent toutes d'une base 100 de 97 à 2020. L'État en lui-même, il est passé de 100 à 105. Donc, l'État en lui-même, la police, la justice, l'armée, ça n'a pas embauché énormément en nombre de fonctionnaires, hein, là, c'est le nombre de fonctionnaires. Ça n'a pas embauché énormément. Par contre, si vous regardez les hôpitaux, ça a augmenté à fond. C'est la ligne verte. Ça a augmenté à fond. Énorme. On est passé de 100 à 135. C'est-à-dire que le nombre de fonctionnaires à l'hôpital était de 100 en 97-98. Moi, j'avais pas de problème dans les urgences en 97-98, hein. Et il y avait des hôpitaux à la campagne en 97-98. Enfin, dans les provinces. On ne parlait pas de j'ai du mal à me faire soigner. Aujourd'hui, on n'a plus d'hôpitaux dans les provinces et on a des urgences qui ferment dans les villes. Et pourtant, on est passé de 100 à 135. Oui, mais là où on est passé de 100 à 135, c'est pas avec des médecins et des infirmières. On est passé de 100 à 135 avec des gens qui font du tableau Excel et qui voient jamais un patient. Alors, comme j'en ai parlé beaucoup dans d'autres vidéos, je ne vais pas en parler là, mais l'énorme problème de nos hôpitaux, et maintenant je suis content parce qu'enfin, la presse mainstream commence à en parler. L'un des problèmes que l'on a dans les hôpitaux, c'est qu'on est passé en fait, on a un tiers des salariés qui ne voient jamais un patient. C'est un quart des salariés en Allemagne. Et dans les hôpitaux de Paris, il me semble que c'est 1 sur 2. 50% des salariés ne voient jamais un patient à la PHP. C'est pas un chiffre que c'est un chiffre que j'ai vu, dont je ne suis pas sûr à 100% pour la PHP. Par contre, pour l'ensemble des hôpitaux français, un salarié sur 3 ne voit jamais un patient. Et c'est eux qui peuplent cette courbe verte. Et c'est pour ça que vous avez une énorme augmentation du nombre de salariés dans les hôpitaux, tout en ayant des hôpitaux qui n'ont pas assez de personnel.
soignants. Et regardez les collectivités locales, c'est du délire. On était à 100, on passe à 155. Ça veut dire qu'on a augmenté le nombre de salariés quasiment de 50% dans les collectivités locales. C'est du délire. Il me semble qu'à la mairie de Paris, la communication, c'est 200 personnes. La mairie de Paris, il y a 5500 salariés. 5500 salariés. Et je vois sans arrêt des gens qui se peignent des délais de fonctionnement, avec des cas complètement délirants. J'en ai pas parlé, j'aurais pu en parler malheureusement. J'en ai pas parlé quand je l'ai vu, mais j'ai le cas d'une personne handicapée. Donc, qui a fait une demande, je l'ai eu sur Twitter. Elle a fait une demande pour reconnaître son handicap et avoir une aide. La demande date de 2013. 2013. La réponse de la mairie de Paris date, enfin non, c'est un courrier de la mairie de Paris. Date de la demande 2013. Date d'instruction de la demande. Donc le moment où le comité s'est réuni pour discuter de la demande. 2019. 6 ans pour que la mairie examine la demande. Date de la réponse à la personne. 2024. Entre le moment où le comité Théodule se réunit et le moment où on répond à la personne handicapée, il faut 5 ans. Et la réponse, c'est oui, on va vous subventionner 1 mois en septembre 2024. Donc elle a une petite aide d'1 mois en septembre 2024 et elle doit faire une nouvelle demande pour continuer l'aide. Alors je rappelle les dates, dépôt 2013, instruction 2019, réponse 2024. Elle doit refaire une demande. Donc si ça continue comme ça, sa prochaine aide, elle l'aura en 2035. Mais il y a 5500 personnes qui bossent à la mairie de Paris. 200 à la communication. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Total de la fonction publique. Donc si on ajoute l'État, les collectivités locales, les hôpitaux, le total de la fonction publique, on est passé de 100 à 125. Donc ça a augmenté de 25%. On est vraiment sur... Enfin, voilà, on est... vous voyez, l'État n'a pas le choix, il est obligé de trouver de l'argent. Enfin, de trouver de l'argent. Oui, oui, c'est ça. Il est obligé de ramener ses comptes à quelque chose de normal. Pourquoi? C'est pas Bruxelles, c'est pas des trucs comme ça. Me dites pas que c'est Bruxelles. Il est obligé de le faire parce que ça devient de plus en plus compliqué pour nous d'emprunter. Pas à cause de Bruxelles, pas à cause des autres, à cause de nous. Parce qu'on a dépensé notre fric, enfin nos gouvernants ont dépensé notre fric n'importe comment. Résultat, les gens qui prêtent de l'argent, donc les immenses banques, les Vanguard, les BlackRock, les fonds souverains comme le Qatar, ces gens-là ont plus confiance maintenant en l'Espagne et en la Grèce qu'en nous. Donc le moment, donc on emprunte plus cher que l'Espagne et la Grèce. Ça veut dire que le moment où ça va devenir incontrôlable est très, très proche. Quand c'est arrivé en Italie, ça a fait sauter le gouvernement Berlusconi en 15 jours. Berlusconi, qui était indéboulonnable, a sauté, il tenait tous les médias d'Italie. Il a sauté en 15 jours parce que l'Italie s'est retrouvée avec des taux à 7%. Elle ne pouvait plus payer, elle ne pouvait plus emprunter. Et quand vous ne pouvez, et ça, pour être très concret, pour que vous compreniez très clairement ce que ça veut dire,
Si demain, la France se retrouve avec des taux comme a connu l'Italie sous Berlusconi, à la fin de Berlusconi, et c'est monté en 15 jours, si la France en est là, ça veut dire qu'on ne paye plus vos retraites. Ça veut dire qu'on ne paye plus les fonctionnaires. Il faut être clair. 10% je crois que c'est 15% du montant. Enfin, ça veut dire toutes les retraites baissées de 15%. On vous dira, excusez-nous, on n'arrive plus à emprunter, on baisse toutes les retraites de 15%. Parce que c'est ça le montant. Excusez-moi les fonctionnaires, on est obligé de baisser l'ensemble de vos salaires de 10%. Parce qu'on n'a plus de sous. Donc vous vous rendez bien compte qu'à ce moment-là, l'État est obligé de faire appel au FMI. C'est ce qui est arrivé en Grèce. Parce qu'évidemment, s'il dit aux fonctionnaires, s'il dit aux fonctionnaires, on baisse tous vos salaires de 10%, ou s'il dit aux retraités, on baisse toutes vos retraites de 15%, c'est la révolution. Donc ce que fait l'État à ce moment-là, c'est ce qu'a dû faire la Grèce, c'est dire, aller pleurer auprès de Bruxelles en disant, écoutez, on est désolé, la Commission, il nous faut du fric. Et pleurer en même temps auprès du FMI. Et à ce moment-là, il se passera ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire que Bruxelles et le FMI diront OK, mais on va vous envoyer des envoyés spéciaux, puisque visiblement vous ne savez pas gérer votre budget. On va vous envoyer des gens spéciaux qui vont venir contrôler votre budget. Et c'est eux qui vont vous dire ce que vous avez le droit de dépenser, ce que vous n'avez pas le droit de dépenser. Et ça ne sera pas la peine de résister. En Grèce, c'était l'extrême gauche au pouvoir. Ils ont même fait faire un référendum au peuple pour dire que le peuple ne voulait pas des mesures. Ils sont arrivés avec leur référendum pour montrer que c'était eux les patrons. Angela Merkel a pris le référendum, s'est torché à FEC et a dit très clairement à l'extrême gauche, écoutez les mecs, faites comme vous voulez, mais si vous voulez du fric, vous faites ce qu'on vous dit. Sinon, vous allez annoncer à votre peuple qu'effectivement, ils continueront à vivre comme avant et qu'il n'y aura pas de changement, mais que vous ne pouvez plus payer les retraites. Donc c'est ça qui nous pend au nez. Ça veut dire que c'est le contrôle de nos comptes publics. Donc, comme l'État n'a pas envie d'en arriver là, eh bien, il va essayer de prendre de l'argent dans vos poches, comme je l'ai dit au début. Les impôts, c'est vous qui les paierez, ce n'est pas les entreprises. On essaie de vous faire croire que c'est le CAC 40, on essaie de vous faire croire que c'est les riches. C'est faux. C'est vous qui allez payer. Et je suis en train de préparer une spéciale retraite pour vendredi soir. Vous allez voir, ça va être chaud. C'est vous qui allez payer. Et c'est vous qui allez payer parce que ce que ne veut pas faire l'État et ce qu'il devrait faire, mais ce qu'il ne veut surtout pas faire, c'est tailler dans les dépenses. Revoir exactement le périmètre de l'État, voir ce qui dépend de l'État et ce qui dépend de vous. Et ça, on a un État qui veut surtout pas faire ça. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que, comme le dit notre ministre, il n'y aura pas, ce sera les très riches et le CAC 40 qui paieront, pas les autres. Et s'il y a des hausses d'impôts, si jamais il y a des hausses d'impôts, ça sera temporaire et exceptionnel. Est-ce que vous le croyez? Ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi pour dire qu'on va venir de nouveau chercher de l'argent dans vos poches, dans des masses gigantesques, et qu'à côté, on va diminuer ce qu'on vous donne, hein, les retraites, la sécurité sociale, on va diminuer tout ça, mais que l'État, lui, ne bougera pas et refusera de regarder ce qui est notre principal problème, l'administration française. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien c'est chaîne YouTube, onglet boutique, ou le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous allez sur la boutique, vous y trouvez des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-là, des sweatshirts, des affaires de sport, des t-shirts, enfin, beaucoup de vêtements hommes, femmes, enfants, bébés, des casquettes, des bonnets aussi. Vous avez des sacs de sport, vous avez des gourdes, vous avez des sacs qui ne sont pas des sacs de sport, vous avez des gourdes, des glacières, vraiment beaucoup, beaucoup de produits différents. Ça aide vraiment la chaîne. Les produits sont vraiment de qualité, hein, je n'ai que des compliments sur les produits. Ça aide vraiment la chaîne si vous le faites, mais vous ne le faites que si vous avez envie et si vous êtes bien. Parce que la chaîne, je vis bien, je vis bien, il n'y a pas de problème. Actuellement, j'ai des gros problèmes de démonétisation sur certains sujets que je traite parce que l'algorithme n'aime pas du tout les sujets polémiques, alors que quand c'est un humain après qui vient vérifier, généralement il revalide la vidéo, mais l'algorithme, lui, n'aime pas les sujets polémiques, donc j'ai une baisse de revenus importante. Mais
je vis bien, pleurez pas pour moi. Si vous avez fait un achat sur la chaîne, c'est parce que sur la boutique, c'est parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir de contribuer à la chaîne. Mais voilà, si vous êtes juste, pensez à vous, pas à moi. Et si vous voulez faire un petit don, bah, vous avez des magnets, vous avez des stickers. Je vois de plus en plus des gens qui achètent 2 magnets ou plus 5 stickers, etc. avec les logos de la chaîne. Bah, voilà, comme ça ça vous fait des souvenirs de la chaîne et moi, ça me va bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui me soutiennent donc. Et moi, je vous dis à très bientôt.